Qu'est-ce qu'une fille comme ça fait en première classe avec quelque chose de louche? Murmura Claire Martin, l'hôtesse de l'air, ses yeux bleus perçants, scrutant une adolescente noire discrète, assise près du hublot. D'un geste brusque, presque théâtral, elle arracha le petit sac isotherme des mains tremblantes d'Amélie Dubois, 16 ans, déclenchant une onde de choc qui allait transformer un vol Air France de New York à Paris en un champ de bataille pour la justice. À 35 000 pieds d'altitude, dans le cocon feutré de la cabine de première classe, une injustice raciale venait de s'allumer comme une étincelle dans une poudrière. Amélie, une lycéenne brillante atteinte de dermatomyosite juvénile, une maladie auto-immune rare qui rongeait ses muscles et sapait ses forces, voyageait avec ses parents, Antoine et Sophie Dubois, pour une occasion unique, une bourse à la Sorbonne, où elle pourrait poursuivre sa passion pour l'astrophysique. Ses tresses soignées encadraient un visage en forme de cœur, et son sourire timide trahissait une excitation contenue, alors qu'elle contemplait les champs dorés de l'Amérique par le hublot, à des milliers de kilomètres sous l'aile de l'Airbus A350. Mais sous cette apparence d'adolescente ordinaire, Antoine, son père, pédiatre immunologiste à l'hôpital Necker, voyait les signes subtils de sa lutte. Un léger tremblement dans ses mains, une pâleur discrète sous sa peau brune. Amélie était une guerrière, une survivante qui avait reconquis sa mobilité grâce à un traitement biologique révolutionnaire, un médicament hors de prix contenu dans un petit sac isotherme gris niché dans son bagage à main. Ce sac, discret comme un livre de poche, renfermait 4 seringues pré-remplies d'une solution protéique sur mesure, maintenue à une température stable entre 2 packs de gel. Sans cette potion, les chaînes protéiques délicates se dégraderaient, rendant le traitement inutile. Le remplacer n'était pas une question d'appeler une pharmacie. Il fallait un laboratoire spécialisé, des jours de préparation et un coût équivalent à une voiture d'occasion. Antoine, homme méthodique, avait tout prévu. Dans une pochette plastique soigneusement rangée, il gardait une lettre médicale signée, une ordonnance détaillée et une carte de notification TSA prouvant que le sac avait été approuvé par la sécurité aéroportuaire. Il était de ceux qui ne laissaient rien au hasard, surtout pas la santé de sa fille. « Tu vas bien, ma chérie ?» demanda-t-il à voix basse pour ne pas réveiller Sophie, sa femme, qui somnolait sur le siège côté couloir. Amélie tourna la tête, ses yeux sombres pétillant d'espoir. « Plus que bien, papa. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. Et si je rencontre le professeur Laurent? Son article sur les lentilles gravitationnelles a inspiré toute ma thèse. » Antoine sentit son cœur se gonfler. C'était pour cette Amélie, la savante, la rêveuse, qu'il s'était battu, pas seulement pour la patiente. Ce voyage était un pèlerinage d'espoir, la culmination d'années de nuits blanches, de cours donnés dans des chambres d'hôpital, d'examens passés dans un brouillard de douleurs et de médicaments. La dermatomyosite avait volé à Amélie la capacité de marcher, d'écrire, parfois même de déglutir, mais ce traitement sur lequel Antoine avait indirectement collaboré lors de sa phase de recherche lui avait rendu une vie. Il lui avait rendu ce rêve. Dans la cabine, le bourdonnement apaisant des moteurs semblait bercer les passagers. Une promesse d'élégance et de progrès à la française, signature d'Air France. Mais cette harmonie fut brisée par le cliquetis du chariot de boisson et une voix tranchante qui perça le calme. « Les bagages doivent être complètement sous le siège, monsieur. Complètement, pas à moitié. » lança Claire Martin à un homme de l'autre côté de l'allée, son sourire pincé, ne masquant pas une impatience palpable. Claire, avec sa coupe blonde impeccable et son badge luisant, dégageait une autorité rigide, presque militaire. Ses yeux, d'un bleu froid, balayaient la cabine à la recherche de la moindre infraction. Antoine, toujours prudent, poussa le sac d'Amélie un peu plus sous le siège, bien qu'il fût déjà hors du passage. Il était un homme de compromis, habitué à naviguer dans les règles et les protocoles, mais son instinct de clinicien capta les micro-expressions sur le visage de Claire. Il nota le regard dédaigneux qu'elle lança à une famille maghrébine luttant pour calmer un bébé, la lenteur exagérée avec laquelle elle expliqua la ceinture de sécurité à un vieil homme asiatique. Ses gestes, subtils mais révélateurs, trahissaient une hiérarchie implicite dans sa courtoisie, une échelle de patience qui mettait Antoine mal à l'aise.
Une heure plus tard, Amélie sentit une douleur sourde envahir ses articulations, un signal d'alarme familier. « Papa » murmura-t-elle, le front plissé, « je crois qu'il me faut ma dose un peu plus tôt, peut-être le changement de pression. » Antoine hocha la tête, son calme habituel masquant une montée d'inquiétude. « Pas de souci, on le fera après le service. » Il leva les yeux vers Claire qui passait avec le chariot. « Excusez-moi, mademoiselle, pourriez-vous nous apporter un verre d'eau pour le médicament de ma fille? C'est assez urgent. » Les yeux de Claire glissèrent d'Antoine à Amélie, puis au sac à ses pieds. Une lueur de suspicion traversa son regard. Avec un soupir théâtral, elle versa de l'eau dans un gobelet en plastique, éclaboussant légèrement le plateau. « Tenez, » dit-elle, sa voix empreinte d'une politesse forcée. Antoine la remercia, ignorant son ton. Amélie, avec précaution, ouvrit son bagage à main et en sortit le sac isotherme. Ses doigts, toujours marqués par ce léger tremblement, luttaient avec la fermeture éclair. Claire, qui n'avait avancé que d'un rang, fit volte-face. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, sa voix soudain aiguë, coupant à travers les murmures des passagers voisins. Amélie sursauta, surprise par l'interrogatoire. « C'est mon médicament », balbutia-t-elle, serrant le sac comme une bouée de sauvetage. Claire s'avança, bloquant l'allée, son corps tendu comme une corde. « Laissez-moi voir ça », ordonna-t-elle, son ton ne laissant place à aucune discussion. Antoine sentit une colère froide monter en lui. L'homme conciliant qu'il était s'effaça, remplacé par le père protecteur. « Ce ne sera pas nécessaire, dit-il, sa voix basse mais ferme. C'est un médicament thermosensible pour ma fille. J'ai tous les documents nécessaires ici, si vous souhaitez les vérifier. » Il désigna la pochette dans la poche du siège. Mais Claire ignora ces paroles, son regard fixé sur Amélie, qui semblait maintenant terrifiée, le sac pressé contre sa poitrine. « Madame, j'ai besoin d'inspecter ce sac, » insista Claire, sa voix montant en volume, attirant les regards curieux des autres passagers. « Nous avons des règles strictes concernant les liquides et substances inconnues à bord. Vous auriez dû le déclarer. » Antoine durcit le ton. « Il a été déclaré. Il a été approuvé par la TSA. C'est une nécessité médicale. Vous n'êtes pas autorisé à l'inspecter. » Il connaissait les règlements par cœur, mais Claire semblait suivre une autre logique, une logique teintée de préjugés. Dans son regard, Antoine lut une équation dangereuse. Une jeune fille noire, un sac mystérieux, une menace potentielle. « Monsieur, si vous ne coopérez pas, je devrais faire intervenir le commandant, » rétorqua-t-elle, son visage rougissant de colère. Avant qu'Antoine puisse répondre, avant qu'il puisse tendre la pochette prouvant la légitimité du sac, Claire commit l'impensable. D'un mouvement rapide, presque agressif, elle arracha le sac des mains d'Amélie. « Hé !» s'écria Amélie, sa voix brisée par le choc. « Je prends ça », déclara Claire, brandissant le sac comme un trophée, sa voix empreinte d'une satisfaction venimeuse. « Nous verrons ce qu'en dit le commandant. » Elle tourna les talons et marcha vers l'avant de l'avion, laissant un silence abasourdi dans son sillage. Antoine, Sophie et Amélie restèrent figés, l'outrage suspendu entre eux comme une brume toxique. Le bourdonnement des moteurs semblait soudain menaçant, la fragile bulle d'espoir qui enveloppait leur rangée venait d'éclater. Sophie, tirée de son sommeil, murmura « Antoine, que s'est-il passé ?» Sa voix tremblait, ses yeux cherchant des réponses. Amélie, les larmes aux yeux, chuchota « Elle l'a pris, elle l'a juste pris. » Une rage pure et glaciale envahit Antoine. Lui, l'homme rationnel, toujours maître de lui, sentait ses barrières internes céder face à l'audace insensée de Claire. Pourtant, il savait qu'exploser maintenant ne ferait que renforcer son narratif. L'homme noir en colère, non coopératif, il devait être plus malin. « Restez ici, » dit-il à Sophie et Amélie, sa voix un commandement calme masquant la tempête intérieure. « Je vais le récupérer. » Alors qu'il se levait, une main toucha doucement son bras. C'était Pierre, un homme d'affaires français d'une quarantaine d'années, assis de l'autre côté de l'allée, témoin silencieux de la scène. « Faites attention, » murmura-t-il, ses yeux gris pleins de compassion. « Elle est sur un coup de pouvoir. J'ai tout vu.
C'était hors de propos. Antoine hocha la tête, reconnaissant. Merci. Il marcha vers l'avant, chaque pas un combat contre l'envie de courir, de crier. Les regards des autres passagers pesaient sur lui, le transformant en une caricature. Un homme noir déterminé, avançant vers le cockpit. Il connaissait trop bien la perception que cela pouvait engendrer. À l'entrée du galet, il écarta le rideau. La scène était pire que prévu. Claire parlait avec animation à une autre hôtesse, plus âgée, probablement la chef de cabine, nommée Isabelle. Elle agitait le sac isotherme. « Ils ont refusé de me le montrer. Ils étaient agressifs. Regardez ça, pas d'étiquette, ça pourrait être n'importe quoi. Des drogues, sans doute. Ils ont cru être malins en le sortant juste après le passage du chariot. » Isabelle, l'air préoccupé, écoutait. Avant qu'elle ne puisse répondre, Claire ouvrit le compartiment à déchets du galet, un petit conduit scellé menant à l'extérieur. Antoine comprit son intention en une fraction de seconde. « Non !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Il se précipita, mais trop tard. Avec un regard de défi, Claire lâcha le sac dans le conduit. Un cliquetis métallique résonna, puis le silence. Le médicament était parti. L'air quitta les poumons d'Antoine. Ce n'était pas juste un sac. C'était 4 seringues d'un traitement biologique unique, 20 000 € de médicaments irremplaçables, la mobilité d'Amélie, son rêve de la Sorbonne, tout jeté comme un déchet. Claire se tourna, un sourire satisfait sur le visage. C'est éliminé, conformément au protocole de l'aviation civile pour les substances non identifiées. Antoine la fixa, une étrange sérénité l'envahissant, la sérénité d'un homme qui venait de voir son ennemi franchir une ligne irrévocable. « Qu'avez-vous fait » murmura-t-il, sa voix portant le poids d'une tempête imminente. Isabelle, horrifiée, balbutia. « Claire, vous n'avez pas... Vous l'avez jeté ?»« J'ai suivi la procédure, » insista Claire, mais une lueur d'incertitude passa dans ses yeux. Le désespoir brut sur le visage d'Antoine n'était pas la réaction qu'elle attendait. « Vous n'avez rien suivi, » dit Antoine, sa voix gagnant en force. « Vous avez suivi vos préjugés ignorants. Vous venez, en 10 secondes, de commettre un acte d'une négligence si profonde que vous ne pouvez même pas en mesurer les conséquences. » Il sortit son téléphone, ouvrit le PDF de la lettre médicale, l'ordonnance, la composition chimique du médicament, la carte TSA. Il tendit l'écran à Isabelle. « Voici ce que vous venez de jeter. Le médicament de ma fille de 16 ans pour une dermatomyosite juvénile. Un traitement thermosensible. Sans lui, elle rechutera dans les 48 heures. Elle souffrira d'une inflammation musculaire sévère, de douleurs invalidantes, d'une faiblesse progressive. Dans une semaine, elle pourrait être en fauteuil roulant. Vous n'avez pas éliminé une substance, vous avez éliminé son avenir. » Isabelle blêmit, lisant le document. Elle regarda Claire, dont l'assurance s'effritait. « Oh mon Dieu, Claire! Il n'a pas montré ça, il était agressif. » se défendit Claire, sa voix tremblante. « J'ai essayé de vous montrer, » rugit Antoine, sa maîtrise enfin brisée. « Je vous ai dit que j'avais les documents, mais vous n'étiez pas intéressé par les faits. Vous étiez intéressé par votre petite autorité mesquine sur une enfant. Vous avez vu une famille noire, un sac mystérieux, et vous avez écrit une histoire dans votre tête. Une histoire répugnante, et vous avez agi en conséquence, au mépris de votre formation. » Il s'avança, dominant l'espace confiné. « Je suis le docteur Antoine Dubois, immunologiste pédiatrique à Necker. J'ai participé aux essais cliniques de ce médicament. Je connais ses protocoles de transport mieux que vous ne connaissez vos consignes de sécurité. Et vous, dans votre infinie sagesse, venez de mettre en danger la vie d'une enfant sous ma responsabilité. » Il se tourna vers Isabelle. « Je veux parler au commandant, maintenant, et je veux que vous récupériez ce sac. » Isabelle tordit ses mains, son calme professionnel envolé. « On ne peut pas. Le conduit à déchets, c'est externe, c'est parti. » La finalité de ces mots frappa Antoine comme un coup physique. Parti. Il appuya une main contre la paroi du galet, le monde vacillant légèrement. Les vibrations des moteurs, cruelle ironie, lui rappelaient qu'il filait toujours, loin de toute solution. Il n'avait jamais ressenti une telle impuissance.
Mais dans cette impuissance, une résolution nouvelle se forma, dure comme un diamant. « Très bien, » dit-il, ses yeux rivés sur Claire, où la peur était désormais visible. « Vous ne pouvez pas le récupérer, mais vous allez poser cet avion. » Isabelle secoua la tête. « Monsieur, nous ne pouvons pas détourner un vol comme ça. »« Vous ne m'écoutez pas, » dit Antoine, sa voix d'un calme mortel. « Je ne vous demande pas de détourner. Je vous dis ce qui va se passer. Vous avez créé une urgence médicale à bord. Et je vais m'assurer que chaque personne ici en soit tenue responsable. Allez chercher votre commandant. » Il tourna les talons, laissant les deux hôtesses dans les décombres de leurs actes. Les regards des passagers, curiosité, sympathie, méfiance, le suivirent alors qu'il regagnait son siège. Amélie pleurait en silence, le visage enfoui dans l'épaule de Sophie. Antoine prit sa main, glacé. « Ça va aller, ma puce, » mentit-il, ignorant si c'était possible. « Papa va arranger ça. » Mais en regardant par le hublot, le ciel bleu indifférent lui rappela que ce combat ne faisait que commencer. À l'insu de Claire, une jeune femme en siège 16C, Léa, une vlogueuse aux cheveux roses, filmait la scène depuis le début. Son téléphone, discrètement levé, diffusait l'incident en direct à 80 000 spectateurs, transformant ce drame intime en une tempête publique. Le scandale à 35 000 pieds venait de prendre son envol. L'Airbus A350 amorça un virage lent vers l'ouest, le bourdonnement des moteurs vibrant comme une note grave dans l'air confiné de la cabine. À 35 000 pieds, la tension était palpable, un mélange d'indignation et d'incertitude qui pesait sur les passagers comme une brume lourde. L'annonce du commandant Jacques Lefebvre venait de tomber, froide et laconique. « Mesdames et messieurs, en raison d'une situation médicale imprévue, nous allons détourner ce vol vers l'aéroport international de Bruxelles. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. » Les mots, polis mais dépourvus de chaleur, déclenchèrent une vague de murmures agacés. Les passagers, arrachés à leur plan, sortirent de leur téléphone, leur visage crispé par la frustration. Mais pour la famille Dubois, coincée au rang 14, ce n'était pas une simple perturbation de voyage. C'était une question de vie ou de mort. Antoine Dubois, le père d'Amélie, sentit son cœur se serrer alors qu'il observait sa fille. Amélie, 16 ans, semblait s'enfoncer dans son siège, ses paupières lourdes, ses mains tremblantes plus marquées qu'une heure auparavant. La dermatomyosite juvénile, cette voleuse cruelle, montrait ses premiers signes de retour, profitant de l'absence de son médicament, jeté dans un acte de négligence par l'hôtesse Claire Martin. Antoine savait que le temps jouait contre eux. Chaque minute qui passait sans la solution biologique thermosensible rapprochait Amélie d'une rechute, d'une douleur qui la consumerait, d'une faiblesse qui pourrait la clouer à nouveau dans un fauteuil roulant. Sophie, sa femme, serrait la main d'Amélie, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ça va aller, ma chérie », murmura-t-elle, mais sa voix tremblait, trahissant son angoisse. Antoine, lui, luttait pour garder son calme, un calme qu'il avait perfectionné en des années de salles d'urgence et de diagnostics difficiles à l'hôpital Necker. Mais ici, à bord de cet avion, il n'était pas seulement un médecin. Il était un père, et la rage qui bouillonnait en lui menaçait de déborder. Dans la cabine, les regards des passagers oscillaient entre curiosité et hostilité. Certains, ignorant les détails, voyaient en la famille Dubois la cause de leur désagrément. « Tout ça pour un sac ?» marmonna un homme en costume, tapant furieusement sur son ordinateur. Une femme, 2 rangs devant, soupira bruyamment. Ils auraient dû régler ça avant l'embarquement. Mais d'autres, témoins de l'incident, offraient des regards de soutien. Pierre, l'homme d'affaires français assis de l'autre côté de l'allée, croisa les yeux d'Antoine et hocha la tête, un geste discret mais chargé de solidarité. À quelques rangs, Léa, la vlogueuse aux cheveux roses, continuait de diffuser en direct sur son téléphone, son flux attirant maintenant plus de 100 000 spectateurs. Son commentaire, incisif et passionné, résonnait dans l'espace numérique. « Vous regardez une injustice en temps réel. Une hôtesse a jeté le médicament vital d'une adolescente noire, et maintenant l'équipage refuse d'assumer. Restez connectés, le monde doit voir ça. »
Léa, avec son audace et son sens aigu de la justice, transformait le drame du rang 14 en un cri de ralliement mondial. Antoine, déterminé à ne pas laisser l'indifférence l'emporter, se leva à nouveau et marcha vers l'avant de l'avion. Chaque pas était un effort pour contenir la tempête en lui. Il écarta le rideau du galet où Claire Martin et Isabelle, la chef de cabine, discutaient à voix basse avec le commandant Jacques Lefebvre. Ce dernier, un homme d'une cinquantaine d'années au visage carré et au galon doré impeccablement aligné, dégageait une autorité impassible. Mais ses yeux trahissaient une fatigue, celle d'un homme habitué à gérer des turbulences mécaniques, pas humaines. « Docteur Dubois, » commença Lefebvre, sa voix grave conçue pour inspirer la confiance. « Ma chef de cabine m'a informé d'un malentendu regrettable. » Le mot « malentendu » fit bouillir le sang d'Antoine. « Un malentendu » répéta-t-il, sa voix tranchante comme un scalpel. « Votre hôtesse, Claire Martin, a illégalement confisqué le médicament essentiel de ma fille, a ignoré mes offres répétées de présenter les documents médicaux et l'a jeté dans un conduit externe. Ce n'est pas un malentendu, commandant. C'est une série d'actions délibérées, négligentes et discriminatoires qui mettent la vie de ma fille en danger. » Lefebvre croisa les bras, son visage se durcissant. « Monsieur, je comprends que vous soyez contrarié, mais Claire m'a rapporté que vous étiez non coopératif et que l'objet était suspect. Nos hôtesses sont formées pour prioriser la sécurité de l'appareil avant tout. » Antoine sentit une nouvelle vague de colère monter. « La sécurité de l'appareil » rétorqua-t-il incrédule. « De quoi? D'une adolescente de 16 ans avec une maladie auto-immune? Son médicament représente autant de menaces que mes lunettes. Votre hôtesse n'a pas priorisé la sécurité. Elle a cédé à un préjugé. Et ce faisant, elle a créé un danger bien plus tangible. » Il tendit son téléphone, affichant toujours la lettre médicale, l'ordonnance, la carte TSA. « Voulez-vous enfin regarder, commandant, ou les protocoles ne sont-ils importants que lorsqu'ils vous arrangent ?» Lefebvre jeta un coup d'œil cursif au document, son impatience évidente. « Écoutez, docteur, je suis désolé pour la situation, mais l'objet est parti. Il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Nous atterrirons à Bruxelles dans 2 heures, et je suis sûr que vous pourrez obtenir une nouvelle ordonnance là-bas. » Nétier. Dekenda. L'ignorance de cette remarque était stupéfiante. Sophie, qui avait suivi Antoine, ne put se contenir. « Commandant, dit-elle, sa voix tremblante de fureur contenue, ce n'est pas une aspirine qu'on trouve en pharmacie. Ce médicament est fabriqué sur mesure dans un laboratoire à Paris. Il faut 1 semaine pour le préparer et chaque dose coûte des milliers d'euros. Il n'y a pas une seule pharmacie à Bruxelles, ni même en Belgique, qui puisse nous le fournir. » Lefebvre tressaillit, mais son expression resta figée. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il, une pointe d'exaspération dans la voix. « Faire demi-tour? Nous sommes trop loin pour revenir à New York. Nous n'avons pas assez de carburant. » Antoine s'avança, son regard brûlant. « Je veux que vous trouviez une solution. Détournez vers la ville la plus proche avec un grand centre médical. Bruxelles, Amsterdam, n'importe où. Nous devons emmener Amélie à l'hôpital, auprès d'un spécialiste qui puisse gérer sa condition, jusqu'à ce qu'on puisse remplacer son médicament, et il faut commencer à passer des appels maintenant. » Le commandant secoua la tête, son ton définitif. « Je ne vais pas détourner cet avion pour une situation non critique. Une diversion exige un danger clair et immédiat pour la vie d'un passager. D'après ce que vous me dites, votre fille est stable pour le moment. Nous continuerons vers Bruxelles comme prévu. Notre équipe au sol vous assistera. » C'était un mur, une refus absolu de reconnaître l'urgence que son équipage avait créée. Pour Lefebvre, Amélie n'était pas une personne, mais un problème à gérer jusqu'à l'atterrissage. Antoine le fixa, une prise de conscience froide s'installant. Il se moquait de la situation. Les règles, les protocoles, le vernis du service client. Tout s'effaçait face à la peur de la responsabilité et des complications. Ils protégeraient les leurs, même lorsqu'ils avaient tort. Mais alors, une voix inattendue perça l'attention. Léa, la vlogueuse,
toujours assise à sa place, leva son téléphone. « Juste pour que vous sachiez, commandant, dit-elle, sa voix claire et assurée, j'ai diffusé cette conversation en direct pendant les 10 dernières minutes. Environ 120 000 personnes la regardent en ce moment. » Les mots tombèrent comme une bombe. Lefebvre pivota, ses yeux s'écarquillant. « Vous enregistrez » balbutia Isabelle, horrifiée. « Non, je diffuse en direct » corrigea Léa, imperturbable. « C'est différent. C'est en ligne, en temps réel, et les commentaires, disons qu'ils ne sont pas tendres. » Antoine sentit une lueur d'espoir, un levier inattendu. La bataille privée durant 14 venait de devenir un spectacle mondial. Le mur d'indifférence d'Air France était en train de s'effriter sous les yeux d'une audience massive. Lefebvre, visiblement secoué, pointa un doigt vers Léa. « Éteignez ça immédiatement. C'est contre les règlements d'enregistrer l'équipage sans consentement. » Et Léa haussa un sourcil, sa confiance intacte. « En fait, non. Les règlements de l'aviation civile interdisent d'interférer avec les fonctions de l'équipage, mais il n'y a pas de loi spécifique contre l'enregistrement à bord, tant que je ne perturbe rien. Je suis juste assise ici. De plus, plusieurs pays, dont la Belgique où nous allons, autorisent que l'enregistrement dans les espaces publics sans consentement préalable. Je dirais qu'une confrontation au milieu d'une cabine d'avion est assez publique. » Antoine retint un sourire. Lefebvre venait de rencontrer une adversaire redoutable, armée non pas d'armes, mais de connaissances juridiques et d'une audience virale. Le commandant, pris au piège, regarda Isabelle, puis Claire, qui semblait maintenant pétrifiée, consciente que son acte impulsif prenait une ampleur incontrôlable. Antoine saisit l'opportunité pour enfoncer le clou. « Commandant Lefebvre, » dit-il, sa voix coupante comme une lame, le flux en direct est secondaire. Vous êtes le pilote en chef. La décision vous revient. Vous avez une passagère sans son médicament vital à cause de votre équipage. Vous avez été officiellement informé de cette situation. La condition d'Amélie va se détériorer, c'est une certitude médicale. Continuer vers votre destination prévue est un acte de négligence volontaire. C'est une certitude juridique. Quelle est votre décision? » Il avait posé un piège parfait. En déclarant officiellement Amélie inapte à poursuivre le vol, il avait transféré la responsabilité légale sur les épaules de Lefebvre. Si le commandant persistait et qu'Amélie subissait une rechute grave à l'atterrissage, Air France et Lefebvre seraient tenus pour responsables. Avec une diffusion en direct et des témoins, leur défense serait indéfendable. Lefebvre fixa Antoine, ses galons dorés semblant soudain peser lourd. Il ouvrit la bouche puis la referma, cherchant une issue. Finalement, il se tourna vers Isabelle, les dents serrées. « Contactez le dispatcher. Informez-les que nous avons une situation médicale nécessitant un atterrissage prioritaire à Bruxelles. Dites-leur que nous détournons. » Un soulagement intense envahit Antoine, mais il n'était pas encore une victoire. Sophie, à ses côtés, laissa échapper un souffle tremblant, sa main serrant son bras. Lefebvre lança à Antoine un regard chargé de ressentiment. « Nous serons accueillis par la sécurité au sol et des ambulanciers à l'arrivée, docteur. Il y aura une enquête complète. » « J'y compte bien, » répondit Antoine, sa voix calme mais ferme. « Je vous suggère d'avoir votre représentant syndical sous la main. » Alors que Lefebvre et Isabelle se hâtèrent vers le cockpit, une nouvelle voix s'éleva dans la cabine. Une femme âgée, assise au rang 15, se leva péniblement. Marie, une ancienne infirmière à la retraite, s'approcha d'Amélie. « Ma petite, » dit-elle doucement, posant une main ridée sur l'épaule d'Amélie, « j'ai vu ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste. Quand j'étais jeune, à l'hôpital, on m'a accusé de voler des médicaments parce que j'étais la seule infirmière antillaise. Je sais ce que c'est que d'être vue comme une menace sans raison. » Amélie, les larmes aux yeux, esquissa un sourire. « Merci, » murmura-t-elle. Marie hocha la tête. « Tu es forte, tu vas surmonter ça. » Pierre, l'homme d'affaires, s'approcha à son tour. « Docteur Dubois, » dit-il à voix basse, « j'ai un ami avocat à Bruxelles, spécialisé dans les droits civils. Je vais l'appeler dès qu'on atterrit. Vous ne serez pas seul. » Antoine, touché par ces gestes de solidarité, serra la main de Pierre.
Merci, vraiment. Ces petites flammes d'humanité, dans un océan d'hostilité, étaient un baume pour son cœur meurtri. Mais un nouveau problème émergea. Un jeune steward, visiblement nerveux, s'approcha de leur rangée. Docteur Dubois, le commandant m'a demandé de vous informer. À cause de notre retard au départ de New York et maintenant ce détournement, l'équipage aura dépassé ses heures de service maximum à l'atterrissage à Bruxelles. Antoine hocha la tête, comprenant immédiatement. Les règlements de l'aviation civile, dit-il. Vous ne pourrez pas continuer vers Paris ce soir. Le steward acquiesça. Oui, monsieur. L'avion sera cloué au sol à Bruxelles pour la nuit. Il faudra un nouvel équipage. Cette nouvelle frappa la cabine comme un coup de tonnerre. Les grognements des passagers se transformèrent en un grondement de colère. Annulé? Cria une femme. J'ai une réunion à Paris demain matin? Un homme lança. Tout ça pour une gamine qui n'a pas déclaré son sac? Antoine ignora les accusations, son regard fixé sur Amélie. Elle semblait plus faible, son visage marqué par une fatigue profonde. Le temps pressait, et Bruxelles, avec son hôpital universitaire de renom, était leur meilleure chance. Léa, toujours en train de diffuser, tourna son téléphone vers elle. « Pour ceux qui viennent de rejoindre, » dit-elle à son audience, « voici ce qui se passe. Une adolescente noire, Amélie Dubois, a vu son médicament vital jeté par une hôtesse raciste. Son père, un médecin, a forcé l'avion à détourner vers Bruxelles pour la sauver. Mais à cause des retards, le vol est maintenant annulé. Ce n'est pas juste un désagrément. C'est ce qui arrive quand le préjugé d'une personne est soutenu par tout un système. Restez avec nous, parce que cette histoire est loin d'être finie. Antoine regarda Amélie qui le fixait avec un mélange d'admiration et de peur. Il avait déplacé une montagne, forcé l'inflexible machine d'Air France à plier. Mais alors que l'avion descendait vers les lumières scintillantes de Bruxelles, il savait que ce n'était que le début. La bataille dans les airs était terminée. La guerre au sol allait commencer. Claire Martin, quelque part à l'avant, commençait à comprendre que son geste impulsif allait lui coûter cher. Et Antoine, avec la force d'un père et la précision d'un médecin, était prêt à faire en sorte que justice soit rendue non seulement pour Amélie, mais pour tous ceux qui pourraient un jour monter à bord d'un vol et être jugés non pour ce qu'ils sont, mais pour ce que quelqu'un choisit de voir. Les roues de l'Airbus A350 touchèrent le tarmac de l'aéroport international de Bruxelles avec un choc sourd, comme un point final à la bataille aérienne qui venait de secouer le vol Air France 732. Dans la cabine, la tension s'était muée en un mélange de colère et de résignation. Les passagers, coincés dans une ville qui n'était pas leur destination, lançaient des regards assassins à la famille Dubois, les tenant pour responsables de ce chaos. Mais pour Antoine, Sophie et Amélie, l'atterrissage n'était pas la fin d'un voyage, mais le début d'un nouveau combat. Amélie, affaiblie, était recroquevillée dans son siège, son visage marqué par une fatigue profonde, ses mains tremblantes plus visibles que jamais. La dermatomyosite juvénile, ce monstre tapi dans son corps, gagnait du terrain sans le médicament qui la maintenait à distance. Antoine, le père, le médecin, sentait chaque seconde s'écouler comme une goutte de poison. Il savait qu'il devait agir vite. Alors que l'avion s'arrimait à la porte, l'annonce du commandant Jacques Lefebvre résonna, froide et formelle. « Mesdames et messieurs, pour la famille du rang 14, veuillez rester à vos places. Des ambulanciers et des responsables de la compagnie vont monter à bord pour vous rencontrer. Tous les autres passagers, veuillez descendre de manière ordonnée. » Ces mots, prononcés avec une pointe de dédain, isolèrent les Dubois, les désignant comme la source du désordre. Les regards hostiles des passagers s'intensifièrent. « Merci beaucoup, » grogna un homme en récupérant son sac. « Je rate une conférence à cause de vous. » Une femme marmonna. Ils auraient dû déclarer ce fichu sac à l'aéroport. Antoine protégea Amélie des remarques, son corps faisant bouclier contre l'animosité. Sophie, les lèvres serrées, serrait la main de sa fille, ses yeux brillants de défi. Mais au milieu de cette tempête, des éclats de solidarité émergèrent. Léa, la vlogueuse aux cheveux roses, s'arrêta près de leur rangée en ramassant ses affaires. « Je reste », dit-elle à voix basse, son téléphone toujours allumé,
diffusant en direct à une audience qui dépassait maintenant les 150 000 spectateurs. Le monde doit voir comment ils vous traitent au sol aussi. Pierre, l'homme d'affaires qui avait été témoin de l'incident, s'approcha également. « J'ai donné ma déclaration à la chef de cabine, dit-il à Antoine. J'ai dit qu'ils étaient calmes et que l'hôtesse était l'agresseur. Je suis Pierre Beaumont, avocat d'affaires. Voici ma carte. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Sans frais. » Antoine, ému par ce geste, prit la carte et serra la main de Pierre. « Merci, » murmura-t-il, sa voix épaissie par l'émotion. Puis, Marie, l'ancienne infirmière à la retraite, passa à son tour. « Je ne vais pas loin, » dit-elle à Amélie avec un sourire chaleureux. « Si vous avez besoin de moi à l'hôpital, je viendrai. Vous êtes une battante, ma petite. » Et c'est moi. Ces actes d'humanité, petits mais puissants, étaient des phares dans l'obscurité. Une fois les derniers passagers descendus, un groupe monta à bord. 2 ambulanciers, calmes et professionnels, suivis de 2 officiers de sécurité d'Air France, l'air sévère, et d'un responsable de l'aéroport, un homme nommé Étienne Laurent, dont la cravate desserrée trahissait son stress. Derrière eux, Claire Martin, l'hôtesse responsable du scandale, avançait, le visage pâle, ses yeux oscillant entre défi et peur. Elle avait été convoquée pour affronter les conséquences de ses actes. L'ambulancière principale, une femme nommée Clara, s'agenouilla près d'Amélie. « Bonjour, ma chère, » dit-elle doucement. « On m'a dit que tu ne te sens pas bien. Peux-tu me dire ce qui se passe ?» Sophie expliqua la situation, sa voix tremblante mais précise, tandis qu'Amélie, épuisée, ajoutait quelques mots sur ses symptômes. Pendant ce temps, Antoine se leva pour confronter les officiels. Étienne Laurent s'avança, son ton dégoulinant de formalités corporatives. « Docteur Dubois, nous avons une situation très sérieuse. Un détournement de vol, un appareil cloué au sol, plus de 200 passagers bloqués. Nous avons un rapport de l'équipage faisant état d'un trouble causé par un passager et d'une non-coopération. » Antoine sentit une colère froide monter en lui. « Un trouble causé par un passager ?» rétorqua-t-il, sa voix résonnant dans la cabine vide. « Le seul trouble ici a été causé par votre employée, mademoiselle Martin. » Il pointa Claire, qui tressaillit. « Elle a profilé ma fille sur des bases raciales, a fait des accusations sans fondement et a délibérément détruit un médicament vital d'une valeur de 20 000 €, en violation de tous les protocoles et du simple bon sens. Le détournement et l'immobilisation de l'avion ne sont pas le problème. Ce sont les conséquences de son acte initial. Ne tentez pas de réécrire l'histoire. » Claire, incapable de se taire, s'avança, sa voix tremblante mais venimeuse. « Il m'a menacé, il était agressif. Lui et sa fille, ils avaient un sac suspect. » Antoine brandit la carte de Pierre. « Un autre passager, un avocat, a déjà témoigné que nous étions calmes et que vous étiez l'agresseur. Et il y a une vidéo en direct, vue par plus de 150 000 personnes, qui corrobore mon récit. Alors, mademoiselle Martin, je vous suggère d'arrêter de mentir. » À la mention du live stream, Étienne et les officiers de sécurité échangèrent un regard paniqué. Ce n'était plus une simple plainte à gérer en interne. Il jouait désormais sur une scène mondiale. Étienne changea de ton, son agressivité cédant à une tentative désespérée de contrôle des dégâts. « D'accord, calmons-nous. Docteur Dubois, notre priorité est le bien-être de votre fille. » Antoine le coupa. « Le bien-être de ma fille aurait dû être votre priorité il y a 3 heures. Ma priorité maintenant est de l'emmener à l'hôpital universitaire de Saint-Luc, l'un des meilleurs en rhumatologie. Votre compagnie va organiser un transport médical privé pour nous y conduire. Vous allez aussi réserver une suite dans un hôtel près de l'hôpital pour une durée indéterminée, et vous couvrirez chaque centime des frais médicaux que nous allons engager à cause des actions de votre employé. C'est le strict minimum, et c'est non négociable. » Étienne, visiblement dépassé, commença à balbutier sur les politiques de la compagnie, mais Antoine l'interrompit à nouveau. « Il n'y a pas de politique pour ça. Vous êtes en territoire inconnu, et croyez-moi, vous ne voulez pas de moi comme guide. Faites les arrangements. » Vaincu, Étienne hocha la tête et se mit à taper frénétiquement sur son téléphone. Clara, l'ambulancière, se redressa. « Docteur Dubois, votre fille est stable pour le moment.
mais sa tension artérielle est élevée et son rythme cardiaque est rapide. Compte tenu de sa condition et de l'absence de médicaments, je recommande une évaluation immédiate. Et moi, il m'a dit. Alors qu'Amélie était préparée pour être transférée dans une chaise roulante, Antoine se tourna une dernière fois vers Claire. Elle se tenait à l'écart, isolée, son assurance envolée. Les officiers de sécurité la regardaient désormais non comme une collègue à protéger, mais comme un problème à contenir. Elle croisa le regard d'Antoine, ses yeux implorant une once de compréhension. « J'ai une fille », murmura-t-elle, si bas que lui seul put l'entendre. « Elle a eu des problèmes avec la drogue. J'ai vu le sac et j'ai cru... » Antoine la fixa, et pendant un instant, il ressentit une pointe de pitié. Il vit une femme dont le passé avait déformé sa perception, transformant un sac médical en une menace. Mais cette pitié fut balayée par l'image du visage terrifié d'Amélie. « Votre drame n'est pas le fardeau de ma fille, » dit-il, sa voix dépourvue d'émotion. « Vous n'avez pas vu une menace, vous avez vu une cible. Vous avez vu ce que votre préjugé vous a permis de voir, et vous avez choisi d'agir. Vous n'avez pas posé de questions, vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas désamorcé. Vous avez accusé, confisqué et détruit. Ce qui vous arrive maintenant, Claire, vous l'avez mérité. » Il tourna le dos et rejoignit Amélie, qui était doucement conduite vers le jet bridge. Sophie marchait à ses côtés, tenant sa main. En entrant dans le terminal, ils furent accueillis par une scène inattendue. Une petite foule s'était rassemblée. Des employés de l'aéroport, des passagers du vol qui avaient vu le live stream, et même une équipe de la RTBF alertée par la viralité de l'histoire. Alors qu'Amélie était poussée dans son fauteuil, les regards n'étaient pas hostiles. Ils voyaient une jeune fille, une victime, et un applaudissement timide commença, gagnant en force. C'était un élan spontané de soutien, une vague d'empathie qui enveloppa les Dubois. Antoine sentit des larmes monter, lui qui s'était senti si seul face à la machine implacable d'Air France. Il n'était pas seul. La vérité, amplifiée par des milliers de voix, pouvait encore percer. 6 mois plus tard, le monde avait changé pour tous les acteurs du vol 732. L'automne doux de Bruxelles avait cédé la place à l'hiver vif de Paris, mais pour les Dubois, une nouvelle saison de vie s'était ouverte. L'histoire, propulsée par le live stream de Léa et reprise par les médias français comme Le Monde et France 24, était devenue un cas d'école en matière de responsabilité corporative. Air France, englué dans un cauchemar médiatique, avait capitulé sur tous les fronts. Ils avaient affrété un jet privé pour livrer un nouveau stock du médicament d'Amélie en 36 heures, couvrant tous les frais médicaux et d'hébergement. Leur PDG, dans une allocution télévisée, avait présenté des excuses publiques à la famille Dubois. Amélie, sous les soins des médecins de Saint-Luc, avait évité une rechute de justesse. Son voyage à la Sorbonne avait été reporté, mais l'université, émue par l'histoire, avait non seulement maintenu sa bourse, mais offert à Amélie une place dans un programme de recherche d'été supervisé par le professeur Laurent lui-même. Son rêve, un instant menacé, brillait désormais plus fort que jamais. Elle était devenue un symbole de résilience, une figure de grâce sous pression. Mais Antoine n'était pas satisfait des excuses et des compensations financières. Il avait vu les rouages hideux du système, la facilité avec laquelle un préjugé pouvait être armé et institutionnalisé. Avec l'aide pro bono de Pierre Beaumont et d'une équipe d'avocats des droits civils contactés après la diffusion de l'histoire, Antoine et Sophie lancèrent une action en justice historique contre Air France. Leur but n'était pas seulement pécuniaire. Ils exigeaient une injonction judiciaire pour forcer des changements systémiques dans les politiques de la compagnie. La déposition de Claire Martin fut le pivot de leur dossier. Antoine, présent comme observateur, regarda les avocats d'Air France tenter de sauver une situation indéfendable. Claire, méconnaissable, semblait brisée. Sa coupe blonde impeccable avait laissé place à des cheveux ternes et négligés. Sa confiance froide avait disparu, remplacée par une anxiété défensive. Elle était devenue une paria surnommée l'hôtesse de l'avion dans les coins sombres d'Internet. Sans emploi, sans retraite, sans amis dans l'industrie, elle croulait sous les frais juridiques. Sous les questions acérées de l'avocat des Dubois, son témoignage s'effondra. « Mademoiselle Martin, vous avez dit que le sac médical était suspect, correct ?» demanda l'avocat.
Oui, murmura Claire. Ils n'avaient pas d'étiquette, ils étaient secrets. Pris ou une adolescente nerveuse à l'idée d'administrer son médicament en public? Claire resta silencieuse. Parlons de vos recherches. Dans les 24 heures précédant le vol, pouvez-vous nous dire ce que vous avez cherché sur votre tablette? L'avocat produisit un document. Votre historique montre des articles sur des adolescents impliqués dans le trafic de drogue, ainsi qu'une heure passée sur un forum pour parents d'enfants toxicomanes. Est-ce exact? Claire s'effondra dans son siège, balbutiant « Ma fille ». L'avocat, ferme mais non cruel, poursuivit. Votre tragédie personnelle est notée, mais votre rôle ce jour-là était de suivre les protocoles, pas de projeter vos traumas sur des clients payants. Avez-vous à un moment demandé à voir la carte TSA que le docteur Dubois vous a proposée? Le silence de Claire fut éloquent. Chaque réponse, chaque justification creusait sa chute. Elle n'avait pas suivi les protocoles. Elle avait suivi une intuition empoisonnée par ses préjugés, voyant une famille noire et assumant le pire. Et le système, du commandant jusqu'aux responsables au sol, l'avait initialement soutenue. 2 mois plus tard, Air France trouva un accord. Ce fut l'un des règlements les plus importants de l'histoire de l'aviation pour un incident sans crash. La somme était colossale, mais ce qui importait à Antoine était ailleurs. La compagnie fut contrainte de réviser entièrement ses programmes de formation pour ses 25 000 employés en contact avec le public. Le nouveau programme, nommé Protocole Amélie Dubois, était un cours obligatoire de plusieurs jours sur la sensibilisation aux handicaps, la manipulation des dispositifs médicaux, les techniques de désescalade et surtout la reconnaissance des biais implicites. Air France engagea Antoine comme consultant principal pour concevoir ce programme, une ironie douce amère qu'il accepta avec un sentiment de justice poétique. Les Dubois utilisèrent une part significative de l'indemnisation pour créer la Fondation Les Ailes d'Amélie, une organisation à but non lucratif dédiée à soutenir financièrement et logistiquement les familles d'enfants atteints de maladies auto-immunes rares. Léa, devenue une activiste reconnue, rejoignit le conseil de la Fondation, utilisant sa plateforme pour amplifier leur mission. Marie, l'infirmière à la retraite, devint bénévole active, apportant son expérience et son cœur. Claire Martin, quant à elle, paya le prix fort. Son nom était désormais synonyme de disgrâce, une leçon vivante du coût du préjugé. Elle vivait dans l'ombre de son acte, un rappel constant que les choix ont des conséquences. Pour les Dubois, l'issue fut transformative. Amélie, stabilisée, entama ses études à la Sorbonne, où elle rencontra enfin le professeur Laurent, qui la prit sous son aile. Le scandale, né d'un acte de cruauté gratuite, s'était mué en un héritage d'espoir. Le karma n'avait pas seulement puni Claire. Il avait ouvert la voie à un changement systémique, garantissant que d'autres Amélie, sur d'autres vols, ne subiraient jamais ce qu'elle avait enduré. Alors qu'Antoine regardait sa fille marcher sur le campus, un télescope à la main et un sourire éclatant, il savait que leur combat avait redéfini plus qu'un vol. Il avait redessiné les contours de la justice, prouvant qu'une famille, armée de vérité et de volonté, pouvait faire plier un système. Le scandale à 35 000 pieds n'était pas qu'une histoire de drame. C'était une leçon d'humanité, un testament à la puissance d'une voix, amplifiée par des milliers d'autres, pour bâtir un monde meilleur. L'histoire d'Amélie Dubois, confrontée à une injustice criante à 35 000 pieds d'altitude, est un miroir tendu à notre société, révélant les failles humaines et institutionnelles qui persistent dans un monde que nous croyons souvent juste. En tant que Français, fiers des principes de liberté, d'égalité et de fraternité inscrits dans notre devise nationale, ce récit nous rappelle que ces idéaux restent fragiles face aux préjugés individuels et aux systèmes qui les tolèrent. Le geste de Claire Martin, l'hôtesse qui a jeté le médicament vital d'Amélie par suspicion raciale, incarne une vérité universelle. Un jugement hâtif peut causer des dommages irréparables. En France,
où la diversité est une richesse mais aussi une source de tension, cette histoire résonne profondément. Claire, influencée par son passé et une méfiance irrationnelle, a vu en Amélie non une adolescente malade, mais une caricature façonnée par ses biais. Combien de fois, dans nos interactions quotidiennes, dans un métro parisien bondé, un bureau à Lyon ou une salle de classe à Marseille, laissons-nous nos préconceptions sur l'apparence, l'origine ou le comportement guider nos actions? Cette leçon nous pousse à la vigilance. Nous devons questionner nos lunettes invisibles, écouter et vérifier avant d'agir, pour ne pas infliger à autrui la douleur qu'Amélie a subie. Mais ce récit est aussi un hymne à la résilience. Amélie, malgré la douleur physique et l'humiliation, a porté son rêve d'étudier à la Sorbonne avec une grâce héroïque. Antoine, son père, a transformé sa rage en une action méthodique, utilisant son savoir de médecin pour faire plier Air France. Sophie, sa mère, a incarné une force discrète, soutenant sa fille avec amour et dignité. Cette famille illustre une valeur française chère, la ténacité face à l'adversité, rappelant des figures comme Jeanne d'Arc ou Simone Veil, qui ont surmonté l'injustice par leur courage. Nous pouvons appliquer cette force dans nos vies, face à une discrimination au travail, un malentendu dans notre communauté, ou un obstacle personnel, la résilience, alliée à la raison, peut déplacer des montagnes. Ce combat n'a pas été gagné par les Dubois seuls. Pierre, l'avocat d'affaires, Léa, la vlogueuse, et Marie, l'infirmière à la retraite, ont apporté leur soutien, incarnant l'esprit de fraternité si cher à la culture française, celui des débats passionnés dans les cafés, des manifestations solidaires ou des gestes d'entraide dans un village. Cette solidarité nous enseigne que la justice est une affaire collective. Nous pouvons tous être un Pierre, une Léa ou une Marie, en offrant une main tendue, une voix ou un témoignage. Le rôle de Léa, avec son live stream vu par des centaines de milliers de personnes, souligne le pouvoir de la technologie pour amplifier la vérité et forcer la responsabilité. En France, où les réseaux sociaux sont des arènes de débat public, ce récit évoque des mouvements comme #MeToo ou les mobilisations pour le climat, où les citoyens deviennent acteurs du changement. Nous pouvons utiliser ces outils avec responsabilité, partager une cause, signaler une injustice ou informer, tout en restant critiques pour éviter les jugements hâtifs. Enfin, l'issue de l'histoire, avec la création du protocole Amélie Dubois et de la fondation Les Ailes d'Amélie, montre comment la douleur peut être transformée en progrès. Les Dubois ont forcé Air France à réformer ses pratiques et ont créé une organisation pour aider les familles d'enfants malades. Cet esprit, profondément français, rappelle les réformes sociales nées des luttes, comme les lois sur la laïcité ou les droits des travailleurs. Dans nos vies, nous pouvons transformer l'injustice en quelque chose de constructif. Améliorer une politique dans notre entreprise, soutenir une cause locale ou éduquer les autres. Cette histoire est un appel à l'action. En France, nous aimons les récits qui éveillent, provoquent et poussent à l'engagement. La justice n'est pas automatique. Elle demande du courage, de la persévérance et une communauté unie. Questionnons nos préjugés, soutenons les victimes d'injustice et utilisons notre voix pour la vérité, dans une conversation autour d'un café, un vote local ou un post en ligne. Si cette histoire vous a touché, agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que le combat d'Amélie inspire d'autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui exposent de la vérité et appellent au changement. Laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris, comment elle vous a marqué, ou partagez votre propre expérience d'injustice ou de résilience. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste. Merci de nous rejoindre dans cette quête.